Si les individus nés en France d'un père étranger n'étaient pas considérés comme étant de pleins droits français, alors on ne pourrait soumettre à la conscription et aux autres charges publiques les fils de ces étrangers qui se sont mariés en France par suite des événements de la guerre. Je pense qu'on doit envisager la question qui soulève de l'intérêt de la France. Si les individus nés en France n'ont pas de bien, ils ont du moins l'esprit français, les habitudes françaises. Ils ont l'attachement que chacun a naturellement pour les pays qui l'a vu naître. Enfin, ils supportent les charges publiques. Les premiers consuls n'est pas moins remarquable dans la conservation du droit des Français aux enfants nés des Français établis en pays étrangers qui fit étendre le de beaucoup en dépit de fortes oppositions. La nation française, disait-il, nation grande, industrieuse est répandue partout. Elle se reprendra encore davantage par la suite. Mais les Français ne vont chez l'étranger qui peut y faire leur fortune. Les actes par lesquels ils paraissent se rattacher momentanément à un autre gouvernement ne sont faits que pour obtenir une protection nécessaire à leur projet. S'il est dans leur intention de rentrer en France quand leur fortune sera achevée, faudra-t-il les repousser? Se faisant-ils même affiliés à des ordres de chevalerie, il serait injuste de les confondre avec les émigrés qui ont été prendre les armes contre leur patrie. Et s'il arrivait un jour qu'une contrée envahie par l'ennemi lui fut cédée par un traité, pourrait-on avec justice dire à ceux de ses habitants qui viendraient s'établir sur le territoire de la République, qu'ils ont perdu leur qualité de Français pour n'avoir pas abandonné leur ancien pays au moment même où il a été cédé, parce qu'ils auraient prêté momentanément sûrement à un nouveau souverain pour se donner le temps de dénaturer leur fortune et de la transporter en France. Dans une autre séance sur les décès des militaires, quelques difficultés s'élevant se submerant sous une terre étrangère. Le premier consul reprit vivement. Le militaire n'est jamais chez l'étranger lorsqu'il est sous le drapeau. Où est le drapeau? Là est la France. Sous le divorce, le premier consul est pour l'adoption du principe et part longuement sur la cause d'incompatibilité qu'on cherchait à repousser. Il dit, on prétend qu'elle est contraire à l'intérêt des femmes, des enfants et à l'esprit des familles, mais rien n'est plus contraire à l'intérêt des époux lorsque leurs humeurs sont incompatibles que de les réduire à l'alternative ou de vivre ensemble ou de se séparer avec éclat. Rien n'est plus contraire à l'esprit de famille qu'une famille divisée. Les séparations des corps avaient autrefois par rapport à la femme, au mari, aux enfants, à peu près le même effet que le divorce et pourtant n'étaient-elles pas aussi multipliées que les divorces le sont aujourd'hui. Seulement elles avaient cet inconvénient de plus qu'une femme effrontée continuait de déshonorer le nom de son mari parce qu'elle le conservait. Plus loin, combattant la rédaction d'un article
qui spécifie les causes pour lesquelles le divorce sera admissible. Mais quel malheur, dit-il, ne serait-ce pas que de se voir forcé à les exposer et de révéler jusqu'aux détails les plus minutieux et les plus secrets de l'intérieur de son ménage. D'ailleurs, ces causes, quand elles seront réelles, opéreront elles toujours le divorce. La cause de l'adultère, par exemple, ne peut obtenir le succès que par des preuves toujours très difficiles, souvent impossibles. Cependant, le mari qui n'aurait pu le faire serait obligé de vivre avec une femme qu'il abhorre, qu'il méprise et qui introduit dans sa famille des enfants étrangers. Sa reçue serait de recourir à la séparation de corps, mais elle n'empêcherait pas que son nom ne continuât à être déshonoré. Revenons à appuyer de nouveau les principes du divorce et combattons certaines restrictions et dit encore dans un autre moment, le mariage n'est pas toujours comme on la suppose. La conclusion de l'amour. Une jeune personne consent à se marier peut se conformer à la mode, peut arriver à l'indépendance. Est à un établissement. Elle accepte un mari d'un âge disproportionné dont l'imagination, les goûts, les habitudes ne s'accordant pas avec le sien. Le loi doit donc lui ménager une ressource pour le moment où l'illusion se sent, elle reconnaît qu'elle se trouve dans des liens mal assortis et que sa volonté a été séduite. Le mariage prend sa forme des mœurs, des usages, de la religion de chaque peuple. C'est par cette raison qu'il n'est pas la même partout. Il est des contrées où les femmes ou les concubines vivent sous la même toit, où les esclaves sont traités comme les enfants. L'organisation des familles ne dérive donc pas du droit naturel. Les mariages des Romains n'étaient pas organisés comme ceux des Français. Les précautions établies par la loi peuvent empêcher qu'à 15 à 18 ans, on est contracte avec légèreté un engagement qui se tend à toute la vie. Sont certainement sages, cependant sont-elles suffisantes qu'après 10 ans de mariage et de divorce ne soient plus admis que pour des raisons très graves? On les conçoit, mais puisque les mariages contractés dans la première jeunesse sont si rarement l'ouvrage des époux, puisque ce sont les familles qui les forment, d'après certaines idées de convenance, il faut que si les époux reconnaissent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, ils puissent rompre une union sur laquelle il ne leur a pas été permis de réfléchir. Cependant, cette facilité ne doit favoriser ni la légèreté ni la passion. Quand l'entoure donc de toutes les précautions, de toutes les formes propres à en prévenir l'abus, qu'on décide, par exemple, que les époux seront entendus par un conseil secret de famille, formé sous la présidence du magistrat, qu'on ajoute encore, si l'on veut, qu'une femme ne pourra user qu'une seule fois du divorce, qu'on ne lui permette de se remarier qu'après 5 ans, afin que les projets d'un autre mariage ne la portent pas à dissoudre le premier, qu'après 10 ans de mariage, la dissolution soit rendue très difficile. Vouloir d'admettre le divorce qui peut cause d'adultère, publiquement prouvé, c'est le prescrire absolument car d'un côté peu
d'adultère pouvant être prouvé de l'autre, il est peu d'hommes assez déshonteux pour proclamer la turpitude de leur épouse. Il serait d'ailleurs scandaleux contre l'honneur de la nation de révéler ce qui se passe dans un certain nombre de ménages. On en conclurait, quoi, qu'à tort, que ce sont là les mœurs françaises. Les premiers légistes du Conseil étant peu que la mort civile entraîna la dissolution du contrat civil de mariage. La discussion fut très vive. Les premiers consuls, dans un beau mouvement, s'y opposaient en ces termes. Il serait donc défendu à une femme profondément convaincue de l'innocence de son mari de suivre dans sa déportation l'homme auquel elle est le plus étroitement unie, ou si elle cédait à sa conviction, à son devoir, elle ne serait plus qu'une concubine. Pourquoi ôter à ces infortunés le droit de vivre l'un auprès de l'autre sous le titre honorable d'époux légitime? Si la loi permet à la femme de suivre son mari sans lui accorder le titre d'épouse, elle permet l'adultère. La société est assez vengée par la condamnation lorsque le coupable est privé de ses biens, séparé de ses amis, de ses habitudes. Faut-il encore étendre la peine jusqu'à la femme et l'arracher avec violence à une union qui identifie son existence avec celle de son époux? Elle vous dirait, mieux valait lui ôter la vie, du moins me serait-il permis de chérir sa mémoire, mais vous ordonnez qu'il vive, et vous ne voulez pas que je le console. Et combien d'hommes ne sont coupables qu'à cause de leur faiblesse pour leurs femmes? Qu'il soit donc permis à celles qui ont causé leur malheur de les adoucir et le partager. Si une femme satisfait à ce devoir peut estimer sa vertu, et cependant vous ne mettez aucune différence entre elle et l'être infâme qui se prostitue, on pourrait faire des volumes de pareilles citations. En 1815, après la Restauration, causant avec Madame M. Bertrand de Molleville, ancien ministre de la Marine de Louis XVI, homme très capable et fort distingué, à plus d'un titre. Il me disait, votre Bonaparte, votre Napoléon, était un homme bien extraordinaire. Il faut en convenir que nous étions loin de le connaître de l'autre côté de l'eau. Nous ne pouvions nous refuser à l'évidence de ses victoires et de ses invasions. Il est vrai, mais Genseric, Attila, Alaric en avaient fait autant. Aussi me laissait-il l'impression de la terreur bien plus que celle de l'admiration. Mais depuis que je suis ici, je me suis avisée de mettre le nez dans les discussions du Code civil. Et de cet instant, ce n'a plus été que de la profonde vénération. Mais où diable avait-il appris tout cela? Et puis voilà que chaque jour, je découvre quelque chose de nouveau. Monsieur, quel homme, vous savez. Là, vraiment, il faut que ce soit un prodige.